Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Pour certains films comme La règle du jeu, il y a des effets bizarres. Quand on voit certains films de Renoir, ils nous passent, ils peuvent nous glisser dessus et on a une impression à la fois soit de théâtre, soit de réalisme. Et puis on revoit le film et on voit autre chose dans le film. Et donc j'espère que même si vous avez vu déjà, voire revu des Renoirs, vous viendrez les revoir ici et essayer d'y voir d'autres choses. Alors effectivement Renoir, donc la vie même, c'était le sous-titre qu'on avait choisi pour cette vitalité qu'il y a dans ces films, le fil de l'eau qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce qu'a confectionné Jean-Paul autour de parties de campagne, mais qui est là en fait dès son premier film, La fille de l'eau, à la période muette, donc en 1924. Cette idée aussi qui lui vient de son père, hein, que dans la vie il vaut mieux se laisser entraîner comme un bouchon, non pas en étant complètement passif, en regardant quand même où le courant vous entraîne, mais en laissant advenir l'inattendu et le hasard. Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'idée, plutôt que quelqu'un de très débonnaire qui se laisserait aller, c'est plutôt l'idée d'accueillir de l'inattendu et d'en faire quelque chose, y compris dans ces méthodes de tournage qui consistent donc non pas à improviser réellement au sens théâtral de l'improvisation, mais en tout cas à le jour du tournage et au moment du tournage à accueillir ce qu'il y a de l'ordre de la proposition et surtout bien sûr autour des acteurs. Et pour cela de développer sa technique au cours des années 30 afin de pouvoir capter quelque chose de l'acteur dans un décor et de l'acteur avec un autre acteur, de la manière à interrompre aussi le moins possible un jeu qui est en train de se dérouler, alors que vous le savez au cinéma, et notamment à Hollywood, on coupe énormément pour faire un montage en champ contre champ. Alors Renoir, tel qu'on va le découvrir, ses premières séances, c'est donc au début du parlant, au début des années 30. Je vous passe l'aspect biographique qui consiste à faire du cinéma quand on est fils d'un très grand peintre. Mais enfin, je vous le passe, mais vous l'avez quand même un petit peu derrière la tête. Et vous allez voir que les tableaux, la question des tableaux, les objets tableaux, les peintures, sont présents dans ce film La Chienne de 1931, qui effectivement, je dirais, est son premier chef-d'œuvre. Et vous allez même voir d'ailleurs, si vous êtes attentif, un tableau de Pierre-Auguste Renoir. Je ne dis pas où ni quand. Mais effectivement, ça n'est pas simple quand on est fils de peintre et qu'on aime son père et voire qu'on l'admire et qu'on l'a beaucoup vu travailler et qu'on a vu autour les gens qui l'admiraient aussi, d'être dans le régime des images et de la représentation malgré tout. Alors il commence à faire de la céramique, Renoir, avant de faire du cinéma. Et puis, comme il a épousé le dernier modèle de son père, qui va s'appeler à l'écran Catherine Essling, qui s'appelle en fait Eschling, mais qui s'appelle André, et qui va vouloir absolument faire du cinéma, parce qu'elle est comme lui, comme Jean Renoir, cinéphile, eh bien, il va effectivement se lancer dans le cinéma, dit-il uniquement pour faire de sa femme une vedette. En fait, on comprend qu'il y a beaucoup d'autres choses qui l'intéressent dans le cinéma, et notamment la technique. C'est là où on rejoint un tout petit peu l'autre ciné-club sur les effets spéciaux, parce que dans les années 20, Renoir a vraiment apprécié jouer avec des trucages, confectionner des trucages avec les éclairages. Il s'intéressait énormément à la technique, ce à quoi on ne pense pas forcément quand on pense au cinéma de Jean Renoir de la fin des années 30, qui est un peu le cinéma de référence français. Donc voilà, ce qui est intéressant dans les débuts de Renoir, c'est cet aspect d'abord de vraie curiosité technique. Et puis ce film en particulier, La Chienne, à mon avis, pose une sorte de problématique ou de thématique qui va se retrouver dans beaucoup de films de Renoir. Et bizarrement, là encore, il me semble qui ne reste pas comme quelque chose dont on parle souvent chez Renoir, à savoir quand même très souvent des scènes de meurtre, et donc une forme de cruauté qu'il va falloir interroger dans son cinéma. Donc quand on dit la vie, la vitalité, oui peut-être, jusque dans
des meurtres, jusque dans des scènes de meurtre. Donc comment est-ce que Renoir aborde ces scènes-là? Alors la Chienne, c'était un roman un peu médiocre, enfin en tout cas je l'ai parcouru, j'avoue que j'ai pas eu le courage de le lire de bout en bout, de Georges de la Fouchardière, qui est du début des années 30, non, de la fin des années 20. Et donc c'est pas le matériau en soi qui est intéressant, mais plutôt ce que Renoir va en faire. Et je trouve que ce film est vraiment une sorte d'illustration très, très savoureuse aussi du plaisir de mettre en scène. Et vous allez voir que pour Jean Renoir, mettre en scène, c'est malgré tout le faire par rapport au théâtre. Non pas en faisant du théâtre filmé, ça il a très bien senti que le passage au parlant risquait de transformer le cinéma en quelque chose de très paresseux et qui serait tout simplement de filmer des pièces de théâtre. C'est pas ça qui l'intéresse, bien sûr. C'est une forme de théâtralité transposée au cinéma avec les moyens du cinéma et peut-être qui retrouverait la force primitive du tout premier spectacle qu'il a ému, lui, et dont il parle dans ses mémoires, et qui est un spectacle de Guignol. Donc, et qu'il a tellement ému d'ailleurs qu'il en a fait dans sa culotte, dit-il dans ses mémoires, et que cette miction est restée, dit-il, la preuve d'un très bon spectacle. Donc, sur cette introduction un peu scatologique, je vous laisse voir le film et j'espère que vous resterez ensuite pour qu'on discute notamment de sa mise en scène, de la composition de ses plans et de cette question de la théâtralité. Avec bien sûr le jeu d'un très grand acteur, qui est déjà un grand acteur à la scène et au cinéma à l'époque, et qui est Michel Simon. Voilà, bon film et à tout à l'heure. Georges Flamand, qui joue Jegun. Alors, si vous vous souvenez de son visage, si vous avez vu Les 400 coups, parce que Truffaut aimait beaucoup Renoir, il lui a donné son dernier rôle dans Les 400 coups. Il joue le rôle du père du copain René, ce monsieur un peu fantasque qui a un cheval bucéphale chez lui et qui part jouer, se ruiner au casino. Donc oui, Georges Flamand qui joue Dédé, dont Renoir disait que c'était un amateur. Effectivement, c'était pas à ce moment-là un comédien professionnel, mais c'est le talent de Renoir de combiner justement des acteurs de métier et des gens plus ou moins novices. Et dans le cas de Georges Flamand, c'était un non professionnel, mais il l'emploie justement pour la seule note. C'est-à-dire qu'il ne sait pas jouer autre chose que ce qui lui fait jouer là. On peut commencer là-dessus, sur le côté un peu typé des personnages, voire un peu caricaturé, mais en fait, ouvert, disons, sur ce Guignol, le film assume cet aspect-là, c'est-à-dire des gens qui ont chacun un parler aussi. Alors l'argot du personnage de Georges Flamand, toujours au café avec son copain Gustave, l'argot aussi, mais un peu plus raffiné, de la jeune femme jouée par Jeannie Marez, qui d'ailleurs était une femme qui venait plutôt d'un milieu bourgeois et qui a été imposée par la production à Renoir. Je vous dis ça pas pour l'anecdote, mais parce que ce film a causé la rupture de Jean Renoir avec sa première femme, donc Catherine Essling, qui voulait tant jouer au cinéma et à qui il avait donné ses premiers rôles et qui voulait donc jouer un premier rôle parlant, puisque ça aurait été son premier rôle parlant, ce rôle de la prostituée et la maîtresse dans La Chienne. Et puis la production a imposé une comédienne plus jeune, avec un physique un peu différent de celui de Catherine Essling. Et du coup, Catherine Essling l'a très mal pris, et ça s'est quand même soldé par un divorce, par une rupture avec Jean Renoir. Et c'est l'un des mauvais sorts un petit peu du film, de même que Jeannie Marez, donc cette comédienne, n'a pas vu le film une fois fait, puisque à peine le tournage était-il fini, il y avait encore les extérieurs à tourner avec les deux clochards, que étant en voiture avec Georges Flamand, avec qui elle avait une liaison, elle est morte dans un accident de voiture alors qu'il conduisait, et au grand désespoir de Michel Simon, qui était aussi amoureux d'elle. Enfin bon,
Vous voyez, il y a une petite histoire qui est assez chargée, disons, autour de ce film, mais voilà, c'est à la fois l'anecdote et à la fois quand même ça va assez bien avec cette atmosphère un peu grinçante et je trouve cruelle dans le sens où on parle d'un cinéma de la cruauté, comme il peut y avoir un théâtre de la cruauté. Et donc je voulais aussi ouvrir ce cycle Renoir avec un coup un petit peu, parce qu'on ne s'attend pas forcément à quelque chose qui finit avec quasiment, alors avant l'épilogue, on reparlera de cet épilogue, mais vous vous souvenez la toute dernière scène avant l'épilogue, qui est une scène muette en fait, tournée en muet, où simplement on vient chercher le condamné et on se croit vraiment encore au temps du muet, dans les cadrages, dans le fait que le son n'est délibérément pas utilisé. Donc le film est composé, je crois aussi qu'il nous laisse une impression étrange. Enfin, si certains d'entre vous le voient pour la première fois, ils pourront me dire ce qu'ils en pensent, mais une impression étrange rythmiquement, si on peut dire. Je crois beaucoup à cette impression que nous font les films dans leur rythme, dans leur découpage, et l'étrangeté du film vient du fait que Renoir conçoit les scènes vraiment comme des petits tout autonomes, mais qui n'ont pas besoin d'être d'une certaine longueur convenue, comme une scène au théâtre. Et donc, certains sont finalement des fragments assez courts, et on a un fondu au noir, et on ne s'y attend pas spécialement, et on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans l'ellipse. Si ça va être le même jour, le lendemain, si une personne va être morte entre deux, enfin... Et donc ça nous laisse cette impression quand même de flash un petit peu, de petits morceaux. On a aussi ce travail-là dans La Talente, par exemple, de Jean Vigo, qui est tourné très peu de temps après, et Jean Vigo plus jeune que Jean Renoir, et s'inspirant du travail aussi de Renoir dans cette façon de préférer, je dirais, le plan à la scène. L'important, c'est certaines fulgurances, un mot qui est lâché, et puis finalement la scène est faite. On peut passer à autre chose, ou un cadrage qui est atteint, un geste, voilà, une composition, et la scène est faite, ce qui donne une impression un petit peu peut-être... non pas de primitivisme, mais enfin on sent bien que le cinéma ensuite est devenu quelque chose de plus fluide, de plus lié, de raconter de manière plus convenue aussi, y compris chez Renoir et par Renoir. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de très beau dans ce côté un petit peu intermittent, rythmiquement intermittent. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que je vous fais part des miennes? Par quoi je voulais commencer. Oui, quand même, j'aimerais bien revenir à ce prologue avec le cadre du théâtre, du petit théâtre, parce que chez Jean Renoir, le théâtre, c'est toujours un petit théâtre. Et d'ailleurs, ce sera le titre de son tout dernier film dans les années 60, Le Petit Théâtre de Jean Renoir. Ce cadre-là, vous viendrez, j'espère, voir Le Carrosse d'Or, c'est aussi ce qui lui sert. Donc, un procédé de distanciation qui, au début, effectivement, nous met à distance. Et on se dit, ça va être une fable avec des personnages en plus dont on voit qui sont tellement typés, qui sont présentés au début en surimpression, comme un petit peu comme si on voyait des essais d'acteurs. Et donc on peut craindre ce typage, on peut craindre le côté finalement assez cliché de chacun des personnages. Et il me semble qu'en fait, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que programmé pour cela, en fait, on est à chaque fois assez étonné de l'aspect, alors réaliste, le mot est chargé, mais en tout cas, moi ce qui me frappe, c'est dans le temps qui est donné dans la scène, dans une scène pour se dérouler, dans une conversation, parce que le plus souvent, les scènes de La Chienne, ce sont deux personnes qui parlent d'une troisième absente. Hein. Si on les regarde une à une, c'est très souvent ce qui se passe. Eh bien, dans le temps de cette conversation, on note des choses, on regarde, on voit des choses dans le décor, on entend des choses qui sont quand même aussi un petit peu documentaires, et notamment toute la présence des objets mécaniques, par exemple, dans le film, quand Dédé est au café à un moment et qu'on voit cette espèce de... ça s'appelle comment, un téléscripteur. Voilà des choses qui sont... ou le limonaire dans le café aussi, où le grand parle pour la première fois avec l'adjudant, Godard.
et il y a, on entend ce limonaire parce que c'était des danses qu'on faisait, on mettait de l'argent et puis la musique jouait, enfin le jukebox, l'aïeul du jukebox. Donc il y a, dans tout le film, il y a par exemple cette présence de jouets mécaniques, enfin de mécanismes qu'on va retrouver beaucoup plus tard, enfin en 1939, dans la règle du jeu, de manière, je dirais, majeure, enfin avec une maîtrise que Renoir n'a peut-être pas à ce moment-là, qui est plus brute dans ce film-là, mais qui, quand même, scande le film et qui montre aussi son côté, disons, une forme de destin des personnages, une forme de choses implacables qui est en train d'arriver, de mécanisme narratif qui s'est mis en place et qui va se solder par la condamnation du mauvais homme, enfin du faux coupable, et par le meurtre aussi auparavant, avec donc ce coucou, par exemple, le coucou à l'intérieur de l'appartement, enfin voilà, tout un ensemble de mécanismes qui sont mis en place. Donc je disais, plaisir de remarquer ça, alors qu'on est parti a priori pour soit une comédie soit morale, soit alors voilà le programme que donnent les deux personnages du Guignol, et puis Guignol qui arrive et qui dit c'est ni l'un ni l'autre, il leur tape dessus. Et ce film ne vous prouvera rien du tout. On est évidemment tenté de croire Guignol. Sauf que quand on y réfléchit, Guignol n'a pas vraiment d'argument, il a que le coup de bâton. Donc le film, avec ce prologue, en fait, c'est assez complexe, ce prologue qui met à distance, parce que on est presque convaincus, nous spectateurs, que c'est ce Guignol qui a raison, alors qu'en fait, il a raison en tapant sur les autres. Et donc il y a une mise en doute, et il me semble que le film est avant tout un film sceptique en quelque sorte, et donc assez noir dans son scepticisme, dans le fait que finalement il n'y a pas de morale dans l'histoire, l'assassin n'est pas spécialement puni, etc. Et même à la fin il n'est pas non plus si triomphant que cela, puisque ce serait complètement cynique par exemple, ou humoristique, ou récupéré par la comédie. Or à la fin le grand bien sûr, il y a cet épilogue avec un petit trait d'humour, mais si on pense justement aux séquences qui précèdent, là encore, comme celle en muet du condamné qu'on vient chercher, c'est quand même de manière assez frappante, presque une scène là encore muette et là encore tragique, c'est le grand qui s'évanouit au tribunal. Et où là, voilà, on passe dans un autre registre. Certes, il a sauvé sa peau, mais il y a une forme de mort symbolique. Enfin, moi, ça me frappe dans le film, toujours cette espèce de fluctuation entre une noirceur absolue, qui se passe même de tout dialogue, qui se sent dans l'image, et puis autre chose, ce plaisir, cette jubilation des petites choses du quotidien, du dialogue parfois acerbe qui est échangé entre les personnages, quand elle lui dit regarde-toi dans une glace, voilà, il y a des petites choses de dialogue qui sont absolument de la broderie, dans le sens où le film joue tout le temps sur la reprise de quelque chose. Alors je m'explique. D'abord le dédoublement au niveau visuel, et au niveau, à tous les niveaux en fait, ne serait-ce que le nom des personnages, Lulu, 2 fois Lu, Dédé, voyez, et puis les personnages sont un peu des doubles les uns des autres. La femme Adèle a 2 maris, Godard et Legrand, la jeune femme a 2 amants, voyez, il y a toujours ce double ou ce dédoublement. Les miroirs aussi, on se souvient de la scène où Legrand fait son autoportrait en se regardant dans la glace, justement, et ça c'est repris dans le dialogue quand elle lui dit « mais enfin, c'est évidemment que c'était pour ton argent que je t'aimais, tu t'es regardé dans une glace ». Tout est comme ça, c'est-à-dire que tout, dans le dialogue et aussi visuellement et narrativement, dans le récit, et de l'ordre de la reprise. Il rencontre l'adjudant une première fois, puis une deuxième, etc. Donc le film est à la fois ouvert, comme je disais, à une forme de navigation dans le quotidien, dans une matière réaliste, et à la fois implacablement construit, et pas si troué que cela,
Et c'est ça que je trouve particulièrement maîtrisé, disons. C'est pour ça que je parlais de chef-d'œuvre. Voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais dans ce qu'il a fait auparavant, en tout cas Renoir, c'était pas aussi abouti. Vous avez des remarques ou des questions ou des réactions sur le film? Peut-être prenez le micro, comme ça tout le monde pourra entendre. Je vous écoute. Oui, moi, c'est la première fois que je le vois, ce film-là. Je n'avais pas eu l'occasion. Et moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait deux parties. Il y a une première partie qui est un petit peu longue, finalement, jusqu'au meurtre, auquel je ne m'attendais pas, finalement, dans le film. Je voyais plutôt un film qui traînerait un peu comme ça jusqu'à la fin. Et tout d'un coup, quand on a senti qu'il allait la tuer avec ça a complètement changé, je trouve, le rythme du film. Les personnages ont changé de rythme. Tout s'est accéléré et moi j'ai bien vu deux choses différentes. Je ne sais pas si les autres ont eu cette impression-là cette césure. C'est que ça traînait un petit peu. Je me demandais un petit peu où il voulait en venir en fait dans son film. Bon, il y avait la petite histoire, comment ça allait se finir. Et tout d'un coup, dès qu'il y a eu le fameux meurtre, il y a eu complètement un changement. Les personnages, je trouve, ont changé. On a moins d'empathie pour les uns et plus d'empathie pour les autres. Finalement, on a plus de... Je trouve d'ailleurs que le personnage du fameux Dédé est un peu ressorti à ce moment-là, alors qu'il était secondaire, il revient en premier plan. Et finalement, on aime moins le grand, alors qu'au départ, on avait un peu de pitié pour lui. Et tout change. On a l'impression qu'au moment du meurtre, tout change autour, il y a plus de personnages. D'un coup, il y a plein de monde, alors qu'ils étaient toujours en duo, effectivement, comme vous le disiez. On a l'impression qu'on passe dans un autre film. Et je ne sais pas si c'est le même sentiment des autres, si c'était voulu, s'il y a... Oui, c'est l'impression que j'ai eue, du moins. Complètement un autre film, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que cette scène... c'est une césure, c'est une rupture absolue. Peut-être parce qu'avant, ce qui traînait, comme vous disiez, c'est le côté quasi... justement, le côté... reprise était un petit peu étirée, et ça, je pense que c'est dû à l'utilisation de la chanson, de la musique dans le film. Vous vous souvenez, dès le début, en fait, quand les collègues de Legrand commencent à se moquer de lui, et qui sont à cette boîte, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une boîte, ce restaurant de Montmartre, et qu'en fait, on comprend au début du film qu'ils vont au bordel. Hein. Et lui, non. Et donc, les railleries vont bon train sur le fait que c'est un époux soumis, voire impuissant, et qu'il ne les suit pas au bordel. Et dès cette scène-là, il y a de la musique qui est mise. Et en fait, ça lance ce rapport-là à la musique du film, à savoir, il se passe toujours quelque chose en musique, et la musique joue le rôle d'un contrepoint de plus en plus ironique. C'est pour ça que j'en viens à la scène du meurtre, et ça culmine, je pense, dans cette scène de meurtre qui est extrêmement étrange quand on y pense, dans les choix qui sont faits. Alors bien sûr, c'est comme une boucle, il y a vraiment une boucle, c'est-à-dire on voit arriver quelqu'un, on voit repartir quelqu'un d'autre, on voit Dédé qu'on a déjà vu avec sa nouvelle voiture, il nous a déjà parlé de cette nouvelle voiture qu'il faut qu'il paye chaque mois, etc. Il va revenir. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce meurtre ? Vous vous souvenez, en fait, ce qui se passe, c'est que, je dirais, un spectacle se substitue à un autre spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle de rue en bas, les chanteurs de rue, donc les gens se rassemblent, le spectacle est censé se passer dans la rue, et puis la caméra monte, et finalement, c'est dans la chambre que se passe le spectacle le plus tragique, à savoir le meurtre. Mais il fait quand même le choix assez étrange de passer de l'intérieur à l'extérieur, puis à nouveau à l'intérieur. Et donc, ce que je veux dire, c'est que votre impression de rupture, je pense qu'elle est aussi due, elle est narrative, elle est psychologique, parce que tout à coup, le grand passe à l'acte, on s'en doutait pas forcément, mais elle est aussi, justement, de l'ordre de la mise en scène. C'est-à-dire que quelque chose dans la mise en scène brise toute
convention, toute chose acceptée de l'ordre de la continuité. En gros, si on est en train de filmer un meurtre, soit on est dedans, soit on est dehors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre qui tout à coup est filmée depuis la fenêtre avec le rideau, et puis ensuite on voit le corps à l'intérieur, comme si on était nous-mêmes placés juste devant la fenêtre. Voilà, c'est des choses. Alors, il faudrait voir image par image. Vous venez de voir le film, c'est pas l'objet ici, mais réellement, dans ces choix de mise en scène, il y a cette étrangeté-là qui donc déplace ce spectacle de rue en haut, et en même temps avec tout un travail de contrepoint sonore, puisqu'on continue d'entendre cette ritournelle qui est en fait une chanson d'Eugénie Buffet, comment s'appelle, la complainte du pavé, je crois, et qui dit, quand on écoute les paroles de la chanson, qui en plus sont assez ironiques, c'est-à-dire qui disent ma belle inconnue, quand je passe sous ta fenêtre, choses qui font écho avec le passé immédiat ou le présent du personnage joué de Legrand, et en même temps qui sont ironiques parce que la chanson c'est « Fais-moi la charité ». « Fais-moi la charité », ça renvoie plus tard au fait que lui sera clochard et demandera la charité. Donc il y a tout un travail de mise en scène, de travail de la caméra, de place de la caméra aussi, et puis peut-être d'une forme de travail sur la posture du corps de celle qui est tuée, qui fait vraiment tableau, vous savez, ces tableaux avec le succube. Voilà, il y a quelque chose de très beau et de très rayonnant dans ce déshabillé blanc qu'elle a, froufroutant comme ça sur son lit. Et puis presque de chevaleresque dans les poses de Legrand. Or, il vient quand même d'assassiner. C'est-à-dire que le type, il a menti, volé, assassiné, et il a envoyé quelqu'un d'autre à la guillotine. En gros, on peut tout à fait voir Legrand comme ça. C'est-à-dire qu'on le voit à la fois comme une figure presque christique, hein. Il y a d'ailleurs cette esquisse du Christ au café là, qu'il a faite, qu'on voit plusieurs fois, et en même temps, et avec cet évanouissement, voilà, et en même temps, il a quand même, si on fait les comptes, il a quand même fait tout ça. Et il a participé aussi indirectement à l'escroquerie avec le système des tableaux avec la fausse signature. Donc ça fait beaucoup, si vous voulez. Mais les deux, et c'est ça que seul Renoir, je pense, arrive à maintenir, c'est cette ambivalence perpétuelle des personnages, tout ça est maintenu, et je dirais tout ça est soutenu par sa mise en scène, et notamment par le travail qu'il fait sur le son et le contrepoint des chansons. Peut-être, comme je vous ai amené des petits extraits, on pourrait voir l'extrait du meurtre dans un remake, en tout cas dans un film que Fritz Lang a tourné à partir du même roman et ayant vu La chienne de Renoir, et qui s'appelle La rue rouge, Scarlet Street, hein, qui est vraiment exactement la même histoire, avec Edward G. Robinson et John Bennett, qui venait déjà de tourner avec lui avant. Et j'ai trouvé intéressant peut-être pour vous de voir cette même scène de meurtre, mais dans ce contexte hollywoodien, et voir ce que Fritz Lang en fait, sachant que donc on est en 45, donc 15 ans, ouais, presque 15 ans après, et qu'il y a quand même à Hollywood, vous le savez, le code d'autoproduction, le code d'autocensure, drôle de lapsus, des studios, qui font qu'on ne peut pas montrer autant de choses qu'en France quand on filme un meurtre. Est-ce qu'on peut regarder donc La rue rouge? Alors, vous voyez, là, le parallèle entre l'épouse Adèle dans La chienne et la maîtresse est plus évident. C'est-à-dire, il nous apparaît de manière plus évidente quand elle dit « mais lui, c'est un homme, Johnny, c'est un homme ». Johnny, c'est-à-dire Dédé. On se comprend. Et effectivement, Adèle vante toujours la virilité de son mari par rapport à Legrand. Et il y a ce parallèle-là entre l'épouse et la maîtresse n'étant évidemment qu'une future épouse acariâtre, c'est bien connu. Donc, en tout cas, il y a ce parallèle qui nous apparaît ici plus fortement. Et puis, alors, l'aspect hollywoodien est évidemment criant. C'est un pic à glace, objet que moi, j'ai jamais vu personnellement en France, mais qui est très, très présent apparemment dans les films, en tout cas américains.
c'est un petit peu cruel de montrer le film de Fritz Lang, qui est évidemment un grand metteur en scène, mais moi je trouve que quand on vient de voir La Chienne et qu'on voit cette séquence-là, il y a un lissage quand même. Je ne sais pas si ça vous frappe aussi. Dans le dialogue, pourtant elle joue la femme de mauvaise vie, et Jeepers, voilà, il y a de l'argot, mais quelque chose est vraiment scandaleusement lisse. Mais oui, vous vouliez. Ouais. Il y a deux. Bonsoir. Je m'attendais pas forcément à voir un extrait d'un film de Fritz Lang, et maintenant je comprends pourquoi. Je vois la référence de la scène du meurtre. Mais pendant le film, il y a 2 plans qui m'ont vraiment fait penser à un autre film de Fritz Lang avec les mêmes acteurs. Donc La femme au portrait, que j'ai vu ici l'an dernier. Oui. Notamment la scène au début où en fait le personnage principal, ses amis l'incitent à sortir et finalement c'est pas dans son caractère et il ne veut pas. Et le moment où il regarde le tableau dans les shops, quoi. Et donc ça pouvait faire penser à ces plans-là, quoi. Donc, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que la femme au portrait, qui est dans mon souvenir 1 an avant, celui-ci, en fait, Fritz Lang, je dirais pas qu'il refait la femme au portrait, mais il en est pas loin, et donc il est effectivement avec les mêmes acteurs. Il est assez fasciné par John Bennett, il est amoureux de John Bennett. Donc il y a aussi cette fascination-là pour la façon de la filmer, y compris, je crois qu'il l'a fait tourner très très longtemps autour de son décolleté. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça de très... et effectivement, c'est une histoire similaire de cet homme qui tombe amoureux d'un tableau. Alors dans La femme au portrait, il tombe amoureux du tableau et c'est le modèle qui passe. Donc effectivement, ça vient véritablement du tableau. Dans La Chienne, ce que je trouve un peu plus intéressant, là encore, c'est pas pour minimiser Fritz Lang, mais il me semble que le rôle, la circulation des tableaux est un peu plus complexe. De même d'ailleurs que dans ce remake de La Chienne par Fritz Lang, le tableau que fait le peintre, c'est un tableau d'elle, ce qui est plus attendu. Il a fait le portrait de la femme qu'il aimait, et non pas un autoportrait. Et je trouve que le fait que ce soit un autoportrait chez Renoir est assez intéressant. Parce que d'abord, c'est à partir du moment où il tombe amoureux de cette femme, de cette jeune femme, qu'on le voit peindre son autoportrait. Et on a l'impression qu'il y a donc une forme de... Il trouve une identité nouvelle, ou enfin il y a la promesse qu'il y ait une forme de liberté, qui puisse être lui-même, entre guillemets. Je psychologise un peu, mais ça passe par ce travail d'autoportrait. Tout à coup, voilà, il peint devant sa femme, on le voit peindre, et peu importe, et il veut absolument se peindre. D'ailleurs, il se peint avec un veston alors qu'il est en train de peindre en chemise, mais voilà, c'est un peu l'idéal du moi, et il peint son autoportrait comme ça. Et puis, vous vous souvenez, dans l'épilogue, cet autoportrait est vendu, on pense à prix d'or, parce qu'on est avenue Matignon et que, voilà, c'est des galeristes qui vendent cher les tableaux, sauf que lui est clochard, est dans la rue, et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde l'argent qui est par terre, et il ne voit pas que sa propre image est emmenée au loin. Avec le jeu de mots, en plus, le jeu de mots inclus dans le visuel, auto-portrait, automobile, portrait. Et voilà, il y a cette circulation des tableaux, de même que dans le film. Alors je disais qu'on voit un Renoir, hein, vous l'avez vu dans la vitrine, la femme à sa toilette, et puis que quand même cette femme qu'il peint, la femme qu'il peint à sa fenêtre avec la cage à oiseaux et les fleurs, bien sûr, ressemble énormément à sa maîtresse, sauf qu'elle ne lui ressemble pas physiquement. Et là encore, ça me donne cette idée que dans le film, tout le film est basé sur des personnages qui se font des films, enfin, qui se font des scénarios et qui idéalisent l'autre, et éventuellement, pour le grand, il arrive à s'idéaliser un peu lui-même, lui qui était tant moqué par tout le monde, et à faire son autoportrait. Mais de même, il idéalise complètement cette maîtresse qu'il installe et qui finalement a des ambitions, elle,
extrêmement petite bourgeoise, hein, tout le confort qu'elle montre, la baignoire, voilà, tout le confort moderne qu'elle montre à son amie. Dans cette très belle scène d'ailleurs, là encore, je trouve très belle la scène de la baignoire, parce qu'il y a une scorie. Vous avez entendu à la toute fin de la scène, lorsque la jeune femme dit « Ah oui, d'accord, je veux bien prendre un bain », la scène se finit quand elle est encore en train de se déshabiller. Il y a un fondu au noir on baisse la lumière plutôt, et on l'entend qui dit à Jeannie Marez, l'autre comédienne, qui dit j'ai commencé trop tôt. Et là, c'est la comédienne qui dit j'ai commencé à parler trop tôt dans la scène. Voyez. Et ça, alors je sais pas, peut-être qu'on le perçoit pas quand on le voit pour la première fois, mais c'est laissé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quand même une époque, le début du parlant, où on peut laisser ces scories, si vous voulez, ces choses un petit peu étranges, de même qu'il y a des coupes dans la scène du meurtre, où la caméra monte le long de la façade, on voit les fenêtres fermées, coupe, on voit le petit chat lui-même sur une espèce de scène qui est formée par la gouttière, avec les fleurs derrière, alors présage, chat noir, peu importe, mais en tout cas, autre petite scène. Et puis, ensuite, on voit ce meurtre accompli à travers le rideau. Voilà. Et c'est très étrange de couper comme ça une scène par des fondus au noir, par exemple. Donc toutes ces choses sont des accros. Et c'est pour ça que je vous ai passé cet extrait du remake par Fritz Lang, parce que toutes ces scories-là, elles n'y sont plus, évidemment. Parce qu'on est à un âge et à un endroit du cinéma où tout est dans la fluidité, dans la continuité. Mais il manque ça, justement, il manque cette impression de coupure, de césure, d'accro dont vous parliez aussi à l'échelle du récit pour la scène du meurtre. Dans le film de Renoir, le meurtre lui-même, on ne le voit pas. Je disais que dans la version de Renoir, le meurtre lui-même, on ne le voit pas. Il y a une ellipse totale. Alors, c'est pas total. Enfin, on ne le voit pas porter le coup. Voilà, exactement. Oui, c'est tout. On voit juste avant et juste après. Alors que dans le film de Lang, c'est... Bon, alors, dans le film de Lang, on ne le voit pas non plus. Ce serait interdit, pour le coup, par la censure, de montrer... On le voit porter le coup. Mais on le voit porter le coup de dos, et surtout, on entend... Et avec cette idée, et Lang aussi a des idées de mise en scène, heureusement, avec cette couette qui amortit le coup, mais qui en même temps nous fait entendre que derrière l'amorti, il y a quand même un corps, quoi. Donc c'est plus sonore chez Lang. Mais moi, ce qui me frappe chez Renoir, c'est que, si vous vous souvenez là, l'extrait que je viens de montrer de Lang, dès que Legrand, alors il ne s'appelle pas Legrand, peu importe, entre, elle prend peur, puisqu'elle s'est trompée, elle croyait que Johnny était revenu, et ça y est, j'allais dire, la scène de meurtre est enclenchée. Elle a peur, il va se passer quelque chose. Bon, effectivement, le pic à glace, c'est un peu un hasard, mais il aurait trouvé autre chose de contondant. C'est-à-dire qu'on est dans un régime psychologique. Tout de suite, on le voit sur le visage de Joan Bennett, voilà, elle est passée dans le registre de la peur. Alors que dans la scène du meurtre, dans La Chienne, ce qui est beau, il y a la même histoire du rire qui vexe profondément le personnage dans les deux, sauf que vous vous souvenez, elle a ce bras comme ça. Et vraiment, Renoir arrive à cristalliser des images qui peuvent nous rester presque indépendamment du récit. Et moi, par exemple, cette image de la posture qu'elle a avec son bras, qui n'est pas très naturelle, qui est un peu en même temps lascive, me fait penser à la posture qu'elle a quand il la ramasse pour la première fois dans la rue à Montmartre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est un peu comme ça, et là, elle lève le rideau, j'allais dire, et elle lève le rideau sur le film qu'elle est en train de se projeter, à savoir, attends, celui-là, je vais peut-être pouvoir en tirer quelque chose, si je me laisse ramasser. Et effectivement, c'est ce qui va se produire. Mais c'est important, ce bras, parce que ce bras, du point de vue, si vous voulez, des motifs dans le film, il est tout à fait cohérent. Et lorsque Legrand et Godard, l'adjudant, parlent dans la rue et sont en train de fomenter quelque chose, à un moment, vous vous souvenez, il y a un rideau de fer d'une boutique qui se lève derrière eux. Tout ça, ce sont des motifs de lever de rideau et de baisser de rideau, et y compris, je pense, ce mouvement aussi du bras. Voilà, qui nous reste un peu, ça ne veut pas dire qu'on y pense de manière théorique comme ça ou analytique quand on regarde le film, mais
c'est ça un film, c'est aussi ces petits cailloux comme ça qui sont placés au cours de notre expérience du récit. Et en l'occurrence, c'est ça qu'on trouve plus une fois que le récit est devenu très très psychologique. Et à mon avis, c'est quand même le cas à Hollywood dans les années 40. Mais peut-être un peu méchante. Oui, tout en haut. Désolée. Oui, bonsoir. Du coup, on a beaucoup parlé de Fritz Lang, mais c'est vrai que on avait eu le cycle avec Jean Douchet. Oui, c'est pour ça que j'avais un peu de vergogne à vous l'amener pour le critiquer. Non, mais et c'est vrai qu'on avait entendu Jean Douchet, film après film, nous parler de innocent d'être coupable et coupable d'être innocent. Ouais. Et en fait, ça, c'est différent chez Renoir. Parce qu'en fait, tous les personnages sont à la fois innocents et coupables. Et ils sont rarement punis ils sont pas punis pour leurs fautes, ils sont punis pour des fautes dont ils sont innocents en fait. Un peu comme chez Hitchcock. Exactement, donc en fait tous les personnages sont dédoublés aussi là-dessus. Oui, je pense qu'il y a une proximité entre Renoir et Hitchcock à bien des égards, et notamment aussi le lien qui est fait avec les inserts, enfin le jeu, le cadrage avec les très gros plans, les objets en gros plan, les mains qui tiennent quelque chose. Là, vous vous souvenez du coupe-papier qui tombe comme ça tout droit avant le meurtre, et qui, on a presque l'impression, par ce seul gros plan sur le coupe-papier, que voilà, l'idée même du meurtre peut jaillir de ça, de la disponibilité de l'arme. Mais ce que vous disiez, oui, tout à fait, sur le fait que les personnages sont à la fois innocents et coupables, ce qui est beau, je trouve, dans La Chienne, c'est que c'est suggéré dans ce que j'appelle cette théâtralité, qui est en fait surtout le travail sur l'espace et sur le décor, et sur comment la caméra chemine ou comment les acteurs cheminent. Et je pense au décor de l'appartement de Legrand. Vous vous souvenez, il y a 2 scènes, une scène où il peint et une scène où il se rase, et où il vole l'argent dans l'armoire, qui sont dans cet appartement où il y a cette fenêtre, enfin ce vis-à-vis, et où on entend la petite fille, je crois que c'est une petite fille, parce qu'à l'époque, je sais que les garçons avaient aussi les cheveux longs, qui chante d'abord Malbrough s'en va en guerre, donc là encore reprise, puisque cette chanson sera reprise, et on va se dire, ah bah oui, quand il la chante, on comprend que ça parle de l'adjudant et du retour de l'adjudant, donc il y a toujours cette reprise ironique et significative, mais aussi dans cette scène, le fait qu'on ait ce vis-à-vis avec ce petit enfant qui fait ses gammes pendant que finalement Legrand est en train, l'air de rien, de voler l'argent de sa femme, dans un plan qui n'est pas coupé. Vous aurez remarqué que c'est un plan séquence. C'est-à-dire qu'il est en train de se raser au miroir, il fait le détour par l'armoire en faisant bien attention de ne pas mettre de la mousse à raser sur le beau linge dans l'armoire, et puis hop, il repart devant sa glace se raser, et tout ça sans aucune coupe. Et ça, ça a l'air facile, mais au cinéma, c'est très difficile de réussir des plans séquences comme ça sans avoir besoin de couper. Donc, effectivement, ces séquences, par exemple, dans l'appartement, avec l'enfant qu'on entend, moi, me font penser à cette innocence, cette cohabitation dans le personnage de Legrand, du crime, du larcin, de la culpabilité, et en même temps de l'innocence enfantine, vraiment, et cristalline dans ce beau son de piano, de leçons de piano et de chansons enfantines. Il y a les deux, et c'est exactement ce qui est dit aussi de Lulu au début. Elle dit elle est sincère, elle ment tout le temps. Voilà. Et ben, débrouillez-vous avec ça. Et chez Renoir, c'est tout le temps cette ambivalence-là, alors qui met mal à l'aise aussi, qui peut mettre mal à l'aise, ou dont on se dit qu'il... Mais c'est exactement cette phrase qui est très connue, et j'espère que vous reviendrez voir La règle du jeu, mais qui est la phrase prononcée par Octave, le personnage dans La règle du jeu, joué par Jean Renoir lui-même, qui dit « Ce qu'il y a d'effroyable sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons ». C'est une phrase qui est très connue, disons, quand on parle de Renoir, à savoir que... chacun a une bonne raison d'agir dans la logique de son intérêt.
En réalité, c'est compliqué parce que c'est quand même un personnage qu'il a dit à l'intérieur d'un film, bien entendu. Et ce personnage étant un raté joué par le cinéaste lui-même, qui lui-même ne rate pas du tout son film. Donc, vous voyez, le système d'emboîtement est assez compliqué. D'emboîtement au sens de la posture énonciative, si vous voulez, de ce qui est dit au début dans ce prologue ou même dans l'épilogue. Quand il est question « La vie est belle », qui est répété par Michel Simon à la fin dans l'épilogue, ça peut tout à fait être ironique, c'est en tout cas dérisoire. La vie est belle quand on vient de trouver 20 balles et qu'on est un clochard. Mais la vie n'est pas forcément belle quand on est clochard. Donc voilà, c'est toujours cette ambivalence-là qui est la marque de Renoir et qui fait qu'il n'y a pas du tout de morale de l'histoire, que c'est pas du tout un cinéaste justement de la morale en tout cas, moralisateur même. Si est-ce que je passe l'autre tout petit extrait que j'ai amené? L'extrait de Nana? Oui. Alors, allons-y. Sauf si vous avez d'autres interventions, j'avais quelques regrets de commencer ce cycle par un film parlant, même si je trouve que le travail du son, comme j'ai essayé un petit peu de le dire, est assez extraordinaire dans ce film, aussi bien dans la parlure des uns et des autres que dans l'utilisation des chansons, des musiques de toutes sortes et du contrepoint sonore. Mais tout de même, Renoir a eu un début de carrière à l'époque du muet, et notamment donc avec Catherine Essling qui a été sa femme, et je voulais vous en donner un petit extrait qui suggère aussi d'où vient sa cruauté, la cruauté qu'on peut voir dans La Chienne, à savoir d'un cinéaste américain muet qu'il a adoré, Erich von Stroheim. Alors, je ne vous ai pas amené un extrait de Stroheim, mais je vous ai amené un extrait de Nana d'après Zola par Jean Renoir en 1926. Montrer qu'avant La Chienne, il y avait le chien. C'est-à-dire que cette question de l'homme socialement supérieur mais humilié par sa maîtresse, tenu en laisse par ses pulsions, au fond, c'est en fait un sujet vraiment récurrent, et ça vient un petit peu aussi pour Renoir de Stroheim, de la cruauté des films de Stroheim, notamment Foolish Wives, Folie de femmes, qu'il a vu presque 10 fois en 1921. Donc voilà, c'est quelque chose qui l'a marqué. Si vous voyez le jeu de Catherine Essling, à mon avis, dans le parlant, elle aurait eu du mal. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment un jeu très typé, très énergique, voire saccadé, qui fait son intérêt, parce qu'elle s'inspire notamment de Chaplin, par exemple. Mais on ne l'imagine pas du tout dans l'univers du film parlant, où il y a d'autres postures et d'autres rythmes. Et puis il joue, là, Renoir, du contraste entre le jeu de Catherine Essling, qui connaît bien à cette époque parce qu'il l'a déjà fait jouer plusieurs fois, et le jeu de Werner Krauss. C'est une coproduction allemande, et donc il y a ce grand acteur de la scène et du cinéma allemand qui a un jeu toujours très solennel, assez lent, qui a joué Napoléon, qui a joué des grandes figures, et qui se retrouve à jouer le comte Muffat dans Nana. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que dès le début, Renoir a su tirer profit de ces mises en contraste d'acteurs, de jeux d'acteurs, et non pas les forcer. Mais les accueillir au sein du même film et jouer de cette friction-là. Et au fond, on peut presque se dire que le personnage de Dédé dans La Chienne, il va à la guillotine parce qu'il ne sait pas jouer autrement. Parce qu'il ne sait pas sortir de son carcan social, il y a un déterminisme social, mais en fait, parce que en tant qu'acteur, il ne peut jouer que le type qui a des réparties argotiques. Et on a l'impression que c'est ça qui fait que, implacablement, finalement, il va interrompre son avocat. Et voilà. Et comme dit l'avocat, c'est un suicide. Donc, c'est intéressant de voir que Renoir, dès le début, et dès le moment du muet, est passionné par les acteurs, à tel point qu'il intègre vraiment leur capacité de jeu à sa mise en scène. C'est pour ça que dans La Chienne,
les séquences les plus élaborées du point de vue de la circulation de la caméra, de la profondeur de champ, elles sont avec Michel Simon, qui est un très 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 grand interprète et qui dans ce film-là joue à l'intérieur. Il joue vraiment quelqu'un d'assez renfrogné, sauf à partir du moment où il se sent libre, justement. Et on le voit un tout petit peu s'extérioriser et puis ensuite se refermer à partir du meurtre. Mais je parlais juste d'un point de vue technique parce que j'ai introduit le film en disant il y a aussi des effets chez Renoir. Cette question de la profondeur de champ, ce qui fait que nous reste aussi dans l'œil des compositions et des décors de la chienne. À un moment, moi j'ai le souvenir du moment de la dispute entre Legrand et sa femme et où il y a une espèce de chambranle de fenêtres entre eux et on a presque l'impression que c'est un split screen, c'est-à-dire que l'écran est fendu en deux mais simplement par un élément de décor. Ça c'est possible parce que Renoir au cinéma réintroduit la profondeur de champ qui avait été perdue avec le muet pour des questions techniques, c'est-à-dire que à l'époque du muet, on pouvait avoir des arcs, des choses, des équipements lumineux qui étaient très bruyants, puisqu'on n'avait rien à enregistrer. À partir du moment où le cinéma est devenu sonore, il a fallu trouver d'autres façons d'éclairer, et donc des lampes à incandescence. Et à ce moment-là, l'éclairage est moindre et moins puissant, et du coup, les objectifs doivent être appropriés, et donc ça doit être des longues focales, c'est-à-dire des objectifs qui permettent moins de voir nettement les choses de l'arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on croit toujours dans l'histoire du cinéma que c'est Orson Welles et son chef opérateur Greg Toland qui ont réintroduit, qui ont presque inventé la profondeur de champ au début des années 40 à Hollywood. En réalité, c'est quand même Renoir, c'est plutôt Renoir, et d'ailleurs Wells a beaucoup regardé Renoir, qui l'a fait, pas comme une invention, mais parce qu'il voulait revenir à quelque chose, justement pour cette raison, je pense, de théâtralité. Il voulait qu'on puisse voir à l'arrière-plan quelque chose qui se passait en même temps que le grand se rasait, il fallait qu'on voie l'enfant derrière. Donc c'est une question, c'est pas quelqu'un qui a voulu innover pour innover, mais cette question de la théâtralité, c'est-à-dire comment on transpose du théâtre au cinéma, pas en faisant du théâtre filmé, mais en faisant que quelque chose de l'ordre de la dramaturgie se passe dans le plan, sachant que le plan au cinéma, c'est plat, c'est à 2 dimensions. Donc comment faire ? Renoir a des propositions, seulement aussi à la condition que, alors j'avais noté la phrase de Gilles Deleuze dans son livre sur le cinéma, parce qu'il dit, je voulais pour une fois vous la citer, il dit, non je ne vais pas retrouver, chez Renoir le théâtre est premier, mais parce que la vie doit en sortir. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose de théâtral qui peut sembler figé, ou en tout cas qui ressemble au théâtre, mais seulement parce qu'il doit y avoir cette rupture-là, cette rupture qui peut prendre des formes très différentes, qui peut prendre les formes de ces accros sonores, qui peut prendre la forme d'un geste mal fait par l'acteur, d'une posture un peu bizarre, d'un rayonnement particulier du satin de la robe de Lulu. Voilà, toutes ces choses qui tout à coup sont plus vraies que nature, quelque part, et qui donc brisent cette théâtralité et qui débordent, je dirais, dans la vie. Ça, c'est exactement le projet du Carrosse d'Or, que j'espère vous viendrez voir quand on passera à la couleur, qui est justement le fait que, normalement, il y a une rampe entre la scène et la salle, mais ça déborde. Et c'est aussi exactement ce qui va se passer dans French Cancan. Donc, c'est un peu le programme de ce cycle que de voir comment ça déborde chez Renoir. Voilà, c'est un peu ma conclusion de la soirée. Mais... Alors, une dernière intervention. Oui, dites-moi. Vous vous souvenez du nom du titre original du roman dont a été tirée La Chienne et La Rue Rouge, c'est ça, de Franz La Rue Rouge, Scarlet Street, oui. Alors Scarlet Street, c'est marrant parce que je me souviens de la traduction. Je crois qu'il s'appelle La Chienne. Oui, il s'appelle La Chienne, le roman original. Et en anglais, il a été traduit par Poor Sap. Sap, c'est un pauvre, pauvre gogo.
Je me disais qu'on aurait presque pu appeler ça la règle du jeu, puisque justement, du coup, ça axe l'histoire sur un seul personnage dans le titre, ça serait la femme, alors qu'en fait, c'est les trois qui... Cette histoire peut exister parce qu'ils sont trois. Enfin, oui, ils sont même trois. Il y a même 2 triangles. Il y a ce triangle dont vous parlez, et puis il y a aussi le triangle Legrand, Godard et Adèle. Donc il y a effectivement ces 2 triangles. Oui, vous disiez pourquoi est-ce qu'on se focalise dans le titre sur la femme. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Non, là, alors je trouve effectivement, oui, je pense que ils tirent chacun. Ils ont tous les trois quelque chose à tirer de l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une chaîne d'exploitation. Oui, mais alors dans ce cas-là, on serait dans un schéma de femme fatale, justement un peu hollywoodienne. Et en fait, c'est là où c'est plus intéressant en France, je dirais. Voilà, femme fatale à la française, c'est qu'en fait, elle est elle-même exploitée par le souteneur, qui lui-même ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, il dépense son argent aux courses. Voilà, c'est pas non plus un grand maître de la manipulation. Et en même temps, il est quand même très violent. Il lui soutire tout ce qu'il peut lui soutirer. Il ne l'aime pas. Donc chacun soutire ce qu'il peut à l'autre. Le grand soutire son argent à sa femme, soutire à l'adjudant, aussi de l'argent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on parle de théâtre, la rupture dans le film, c'est quand le grand devient metteur en scène. Et que tout à coup, il dit « Je vais l'emmener au théâtre ce soir ». Au théâtre ce soir, c'est eux qui sont au théâtre ce soir. C'est tous les voisins, le flic et même lui-même, puisque à la fin de cette séquence où il piège l'adjudant dans la cuisine, qui est une espèce de petit vaudeville à l'intérieur du film, il va s'asseoir sur une chaise, mais exactement comme au spectacle. Il admire le résultat de sa petite mise en scène qui a piégé le pauvre Feu, le héros de la guerre 14. Donc il y a aussi du théâtre à l'intérieur, il y a aussi une petite pièce de théâtre à l'intérieur du film. Mais effectivement, c'est une chaîne d'exploitation, disons. Chacun... oui, pas vraiment, parce qu'elle est aussi exploitée par Dédé. C'est là où vous dites elle en est la cause. Elle est au centre, elle est le carrefour. Elle veut son petit confort, donc elle, ce qui l'intéresse, c'est avoir son petit confort, donc elle s'en fout d'être exploitée, elle s'en fout d'être battue, elle s'en fout... Tant qu'elle a son petit confort, c'est tout ce qui l'intéresse. Oui, sauf que quand le grand lui dit, et c'est le moment clé du basculement, quand il lui dit « tu es une chienne », tu lèches la main qui te nourrit, tu lèches la main de l'homme qui te nourrit, tu lèches la main de l'homme qui te donne des coups. C'est exactement ce qu'il lui dit. Ça, en réalité, quand il le dit, si vous y réfléchissez, je pense qu'il pense aussi à lui-même. C'est-à-dire que c'est là où le film est vraiment basé sur cette série de doubles et de dédoublements, à savoir que là, le double, c'est entre le grand et Lulu. Les deux étant... exploités, les deux étant des esclaves d'un amour qu'ils s'inventent, parce que et le grand et Lulu s'imaginent que l'autre un jour pourra les aimer, mais ni l'un ni l'autre ne vont aimer ni le grand ni Lulu. Ils ne sont aimés. Non, donc ils sont exploités. Ni Dédé ni Lulu ne vont aimer l'autre. Donc ce sont des gens qui justement vivent dans cet idéal fabriqué et construit par leur esprit. C'est théâtral, ils se racontent des histoires. Oui. Ouais, le rire. Ouais. On fait un peu le maître du jeu, quoi. C'est un peu comme le méchant dans un film qui va rire en disant « Ah, mais mon pauvre, peut-être c'est moi qui tiens tout. » Oui. Alors, elle pourrait être le méchant d'un film avec le rire diabolique, mais là encore, je trouve que ce serait moins intéressant. Parce que l'intérêt est justement qu'elle a ce rire diabolique sans avoir socialement et narrativement les moyens de l'avoir. Et donc, elle meurt. C'est-à-dire qu'elle rit plus haut que ses moyens, quelque part. Et ça, c'est ça qui fait la cruauté et l'ironie aussi du film. C'est-à-dire qu'il est tenu par quelqu'un qui est socialement inférieur à lui. Et c'est ça qui est particulier. Sa mort, même à la fin, va entraîner la mort de celui qui l'a battu,
Oui, non, mais je suis pas. Oui, ça justifie effectivement le titre, et je pense que ça justifie aussi son scintillement, enfin, qui moi visuellement me frappe, le fait qu'elle a quelque chose de lumineux dans la peau, dans les vêtements, etc., qui fait que c'est pas uniquement un type de la traînée, disons, dans le cinéma réaliste. Il y a quelque chose d'autre qui émane du personnage et qui le rend plus intéressant et comme une sorte de moire. Mais vous avez raison, c'est une forme de. C'est une brave fille, en fait. C'est une brave fille. Oui, mais c'est-à-dire le film, à mon avis, ne se place pas tellement à un niveau psychologique où on la justifierait lui, où on justifierait un tel. Au début, on essaye un peu, et après, il me semble que la mise en scène fait que on comprend que tout cela est un réseau d'interrelations. D'ailleurs, le mot se faire des relations, avoir de bonnes relations, hein, c'est le but de Dédé dans la vie. C'est ça aussi. C'est tout cet entrecroisement et cet esclavage généralisé qui fait que le film apparaît comme quelque chose de l'ordre d'une mécanique implacable, quoi. Et d'ailleurs, ces mécanismes-là, ces automates, seront aussi au centre de la règle du jeu. C'est-à-dire des mécanismes, mais qui ont l'aspect humain, qui sont des marionnettes, qui sont des automates. Cette tension toujours entre un libre arbitre, disons une liberté, hein, parce qu'il dit, ça y est, c'est la liberté quand il quitte Adèle sous la pluie. Et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage de la pulsion, quoi. Hein, que la pulsion, toute humaine qu'elle est, peut nous faire agir de manière mécanique. Alors, juste petit codicile, l'épilogue montre Michel Simon clochardisé, comme on ne disait peut-être pas à l'époque, et il dit « je préférais être mort », et on a l'impression que de ce petit épilogue va jaillir Boudu, sauver des eaux, puisque sauver des eaux, parce qu'il va essayer de se foutre à la flotte, mais je n'en dis pas plus, et je vous amène à venir voir les aventures de Michel Simon. C'est pour ça que là j'ai assez peu parlé de Michel Simon comédien, mais c'est évidemment un comédien extraordinaire, et j'essaierai de vous amener d'autres preuves la prochaine fois. Mais donc je vous invite à venir voir la suite du cycle, à savoir Boudu sauver des eaux, avec Michel Simon, et c'est quand ? Le 28 novembre. D'accord, le 28 novembre. Je vous remercie d'être venu et restez. À la prochaine. Merci.